Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Revers pour le gouvernement au Sénat. Hier soir, la Haute Assemblée a rejeté les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. L'exécutif a dû faire face à un front inédit, alliant la droite à la gauche de l'hémicycle. Pourquoi le Sénat a-t-il dit non? Les explications dans un instant. Et autre dossier économique du jour pour Bruno Le Maire, le veto de la Commission européenne à la fusion entre Alstom et Siemens. Pour le ministre de l'économie, c'est un mauvais choix pour l'Europe et pour l'industrie. Il l'a dit au Sénat, vous l'entendrez dans un instant. Sécurité alimentaire, la Cour des comptes pointe des faiblesses dans les contrôles alors que les récents scandales ont montré que le système était loin d'être parfait. Les sages recommandent de clarifier la gouvernance. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui et Alexandre Poussard en direct du Sénat. Et nous serons également à Bruxelles avec Alix Le Bourdon. Le multiplex, c'est tout de suite. Alstom ne fusionnera pas avec Siemens. La Commission européenne a mis son veto à cette fusion contre l'avis de Paris et Berlin qui militaient pour la création d'un géant européen en matière ferroviaire avec pour ambition de faire concurrence au géant chinois CRRC. Colère du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il a réagi à notre micro au Sénat. Écoutez. La décision de la Commission européenne qui vient de refuser la fusion entre Siemens et Alstom est d'abord une erreur économique qui repose sur une analyse que nous contestons des règles de la concurrence, du marché pertinent et des intérêts économiques de l'Europe. Et puis c'est une faute politique, parce que la décision de la Commission européenne va renforcer l'industrie chinoise et affaiblir l'industrie européenne. Nous estimons que face aux grands champions industriels qui sont en train d'émerger partout dans le monde, dans tous les domaines, notamment dans le secteur du ferroviaire, nous avons un nouveau champion chinois, CRRC, qui est le premier champion mondial en matière ferroviaire. Il faut rassembler les forces européennes. Il faut rassembler l'industrie allemande et l'industrie française, comme nous le proposions avec la fusion de Siemens et d'Alstom. Ça nous aurait permis de jouer à armes égales avec la Chine. La Commission européenne a fait un autre choix. Nous estimons que c'est le mauvais choix pour l'Europe, le mauvais choix pour l'industrie européenne, et le mauvais choix pour nos entreprises. Alors justement, vous venez d'entendre le ministre de l'économie. Bruxelles s'est donc opposé à la naissance d'un géant européen du ferroviaire. Souhaité pourtant par Paris et Berlin, la fusion entre Alstom et Siemens aurait permis de peser face à la concurrence chinoise. Les explications de Jonathan Dupriez. Bruxelles a mis son veto. La fusion entre Alstom et Siemens n'aura pas lieu. Le projet était censé aboutir sur la création d'un champion européen du ferroviaire, capable de rivaliser avec la concurrence chinoise. En France, cette décision provoque la colère du gouvernement. La décision de la Commission est une mauvaise décision. C'est un mauvais coup à l'industrie européenne et elle me semble avoir été prise sur de mauvais fondements. À l'origine du blocage, Margrethe Vestager. À maintes reprises, la commissaire européenne à la concurrence s'est inquiétée des effets d'une fusion. Car pour elle, une réduction du nombre d'industriels rivaux dans l'Union entraînerait logiquement une hausse des prix des trains ainsi que des billets. Elle pointe aussi un manque de garanties suffisantes données par les deux géants du ferroviaire. Siemens et Alstom auraient pu obtenir notre approbation pour la fusion s'ils avaient proposé des mesures compensatoires suffisantes pour résoudre les problèmes de concurrence. Cependant, elles n'étaient pas disposées à proposer une solution claire par rapport au système de signalisation des grandes lignes ou pour les trains à très grande vitesse. En réaction, Paris et Berlin ont annoncé plancher sur des propositions pour réformer le droit européen à la concurrence. On peut faire des propositions sur la définition du marché pertinent, qui doit être le monde et pas l'Union européenne elle-même. On peut faire des propositions aussi qui permettraient aux chefs d'État et de gouvernement de contester la décision de la Commission européenne. De son côté, Alstom abandonne tout projet de fusion avec Siemens. Dans un communiqué, la firme déplore un net revers pour l'industrie en Europe. Et on prend justement la direction de Bruxelles où on retrouve notre correspondante Alix Le Bourdon en direct de la Commission européenne. Bonjour Alix, est-ce qu'on peut dire que c'est un camouflet pour le couple franco-allemand ?
C'est en tout cas une décision très symbolique, seulement 2 semaines après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle par Angela Merkel et Emmanuel Macron, un traité censé renforcer les relations franco-allemandes et notamment dans le domaine industriel. Alors ce veto de la Commission européenne, c'est une sorte d'électrochoc pour l'Europe et pour le couple franco-allemand, mais dans le même temps, Paris et Berlin se retrouvent désormais sur la même longueur d'onde sur ces questions industrielles. Et ça, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Paris souhaiterait revoir les règles européennes de la concurrence pour qu'elles prennent en compte désormais la naissance de grands concurrents dans les pays émergents. Berlin s'est également dit favorable à une révision de ces règles européennes de la concurrence. Des règles qui ont été largement détaillées à la mi-journée par Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, pour justifier cette décision de la Commission européenne. Bruxelles qui craignait qu'un rapprochement entre Alstom et Siemens crée finalement une position trop dominante qui aurait été au détriment du consommateur. Vous venez d'en parler, cette décision donne un coup de projecteur sur la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager. Qui est-elle exactement ? Cette Danoise de 50 ans a été rebaptisée par Donald Trump la Tax Lady. Ça, c'est en référence à ses succès vis-à-vis des géants américains du numérique et à sa lutte contre l'optimisation fiscale. Alors, ces faits d'armes, ils lui ont taillé une réputation particulièrement flatteuse ici à Bruxelles, mais aussi à Paris, qui est une capitale particulièrement active dans ce dossier de la taxation des GAFA. Mais ces dernières semaines, dans le dossier Alstom, Siemens, Paris et Berlin ont essayé de peser de tout leur poids sur la Commission européenne pour qu'elle n'oppose pas son veto à la fusion et ça n'a pas fonctionné. Alors Margrethe Vestager devrait être désormais dans le collimateur de Paris et de Berlin qui sont pourtant un des soutiens essentiels si jamais elle ambitionnait de remplacer Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne à la fin de cette année. Merci beaucoup Alix Le Bourdon en direct de Bruxelles. On continue les réactions sur ce dossier Alstom avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur socialiste du Bas-Rhin, Jacques Bigot. Il a été le vice-président de cette mission d'information sur Alstom qui avait lieu au Sénat. Oui, effectivement, Jacques Bigot, comment réagissez-vous à cette décision de la Commission européenne qui n'autorise donc pas la fusion Alstom-Siemens? On l'a entendu, pour l'exécutif français, c'est une très mauvaise décision. C'est une mauvaise décision en ce sens qu'effectivement, je crois que la Commission européenne ne mesure pas que la concurrence, elle n'est pas qu'européenne, elle est mondiale, et que empêcher la création de groupes unis en Europe pour contrecarrer les concurrents mondiaux et notamment les concurrents chinois est une erreur. Car pour vous, il faut tout de même des champions européens face à la concurrence mondiale. Dans ce genre de projet qui quand même c'est des infrastructures lourdes, qui concernent les collectivités locales, qui concernent les États, etc., qui concernent les transports, il faut effectivement avoir des champions comme on a avec Airbus, etc., qui soient capables de concurrencer les autres. Mais pour vous, Alstom Siemens n'était pas pour autant un bon accord. Mais par contre, ce que nous avons fait dans la commission, dont j'étais vice-président au Sénat, avec un rapport excellent de Martial Bourquin sur cette fusion Alstom-Siemens, on se rend compte que l'accord n'était pas bon, qu'il favorisait trop fortement Siemens et qu'il présentait des risques pour l'emploi en France. Donc, je dirais... Siemens aurait été dominant pour vous à terme dans cette fusion. Quelque part, cette décision de la Commission européenne n'est pas bonne au regard des règles de la concurrence qu'il faut revoir au niveau de l'Europe, parce qu'elles ne sont pas... Elles protègent le consommateur européen, mais elles ne protègent pas l'emploi en Europe et la stratégie à l'égard des groupes étrangers à l'Europe. Et d'autre part, en l'occurrence, cette situation va devoir obliger la France et Alstom et Siemens à revoir leur copie. Et peut-être qu'il y a moyen aussi de faire des accords avec des groupes français pour arriver à sauvegarder chez nous ce que représente Alstom en France. Justement, Martial Bourquin, le rapporteur de cette mission d'information, évoquait la possibilité de faire un super champion national avec Alstom et aussi les activités de transport de Thales. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suggère au gouvernement de travailler sur deux fronts. À la fois, recherchons un accord effectivement national pour renforcer Alstom, Thales, avec peut-être les concours de la CDC, etc. Et puis, à côté de ça, travaillons en Europe
pour revoir les règles de la concurrence qui ne doivent pas être d'empêcher des regroupements en Europe, mais au contraire de les rendre possibles lorsqu'il y a une concurrence mondiale aussi forte. D'un point de vue politique, comment est-ce que vous jugez cette décision de la Commission européenne? Est-ce que c'est un camouflet par rapport à la politique qui avait été entamée par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et puis cet accord voulu par l'Allemagne et la France avec Angela Merkel également? Ça prouve que la Commission est fondamentalement très technocrate. À la fois, elle semble ne pas mesurer l'importance de la mondialisation et de la concurrence mondiale et de la manière dont l'Europe doit se protéger contre les gros entrants continents, je pense notamment en Chine, aux États-Unis. Et puis en même temps, on sent bien que la Commission ne se préoccupe pas des réalités de l'emploi sur nos territoires, de la manière dont il faut protéger nos concitoyens. Donc je suis très inquiet sur l'impact politique que de telles décisions pourraient avoir dans quelques mois lors des élections européennes. Mais donc pas un camouflet pour Emmanuel Macron, pour vous, qui était plutôt bien vers les bonnes solutions? Mais il faut trouver les bonnes solutions. Donc moi, le sujet n'est pas le président de la République aujourd'hui ou pas, c'est comment est-ce que l'on fait pour que nous protégions le marché européen, que nous puissions effectivement jouer dans la concurrence, et puis que l'on puisse trouver des voies et moyens de satisfaire aux besoins de signalisation et de transport ferroviaire qui sont les besoins de nos concitoyens de tous les jours. Bien, merci beaucoup Jacques Bigot d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Et le Sénat a donc refusé en bloc hier la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Droite et gauche se sont unis de manière inhabituelle pour s'opposer au gouvernement. Une séance difficile pour l'exécutif qui a subi un véritable revers sur ce point phare de la loi Pacte. Michael Spitzberg. Pour l'adoption 246 contre 78. Le Sénat a adopté, l'article 44 est supprimé. La privatisation d'Aéroports de Paris a donc été rejetée par les sénateurs à la faveur d'une alliance droite-gauche. Une alliance de circonstances qui n'a pas échappé au ministre de l'économie. La recomposition politique française nous réserve encore bien des surprises. Avec la vente d'ADP pour une durée de 70 ans, l'État espérait 8 milliards d'euros. Une somme qui aurait dû alimenter un fonds pour l'innovation à hauteur de 250 millions d'euros par an via un placement boursier. Un raisonnement économique illusoire pour les communistes. S'il n'y a aucun krach financier, aucune chute de courbe, alors si vous connaissez un produit qui va nous rapporter sur les 70 prochaines années 2,5%, je vous confie mon PEL. D'autant qu'ADP rapporte aujourd'hui près de 180 millions d'euros par an à l'État, avec des perspectives en hausse pour l'avenir. Alors pourquoi vendre, s'interroge la droite sénatoriale. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques. Je comprends. Franchement, c'est une entreprise stratégique qui fonctionne, gardez-la. Pour les socialistes, c'est un État mal en point qui cherche de l'argent quitte à répéter des erreurs comme la privatisation des autoroutes. S'il n'y avait pas d'exemple dans le passé, on pourrait vous excuser et croire à l'inexpérience, mais il y a cet exemple de ces autoroutes dont beaucoup aujourd'hui contestent la pertinence de la privatisation. Pour le gouvernement, le salut passera peut-être par l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot en commission mixte paritaire, aux grandes dames du Sénat. Voilà, et avant d'en parler avec mes invités, on va prendre la direction de la séance où Alexandre Poussard suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Alexandre, les débats continuent et cet après-midi, c'est sur la question d'Engie que les sénateurs ont eu à se prononcer. Et oui Delphine, et la majorité sénatoriale de droite et du centre a voté une dernière étape avant une éventuelle privatisation complète d'Engie, anciennement Gaz de France. Alors aujourd'hui, l'État possède un tiers du capital de l'entreprise, ce qui représente à peu près 7 milliards d'euros. Mais ce texte, la loi Pacte, supprime l'obligation pour l'État de détenir un minimum d'actions dans cette entreprise, ce qui rend possible donc une privatisation complète du groupe gazier. Alors sur cette question, il n'y a pas eu d'union sacrée entre la droite et la gauche, comme c'était le cas hier soir contre la privatisation de la société Aéroports de Paris. La gauche était seule à s'opposer à cette nouvelle étape dans le désengagement de l'État, un désengagement qui avait commencé en 2005 avec Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, et le sénateur communiste Fabien Gay a rappelé cet épisode. À l'époque, le ministre, c'était Nicolas Sarkozy, nous disait nous allons ouvrir au privé, mais jamais, jamais l'État ne quittera l'entreprise, jamais, et nos titres sont incessibles. Arrêtez de faire peur, arrêtez de faire peur, il n'y aura jamais de privatisation devant l'Assemblée nationale. Et voilà, monsieur le ministre, 14 ans après, vous venez finir le travail,
initié par Nicolas Sarkozy. Et ce débat sur Engie a fait écho à la réforme de la SNCF au printemps 2018 et à l'ouverture à la concurrence du rail. Et dans ce débat, la ministre des Transports à l'époque, Elisabeth Borne, garantissait aussi que les titres de la SNCF, entreprise publique, resteraient incessibles pour rassurer ceux qui craignaient une future privatisation. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions. On revient maintenant à cette question des privatisations d'Aéroports de Paris. Pourquoi le Sénat a-t-il dit non? On vous explique tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédérique Espagnac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Olivier Henno est également avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Nord. Richard Yung est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur La République En Marche, vous représentez les Français établis hors de France. Et puis Arnaud Bazin est également avec nous. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Val d'Oise. Première question pour vous, Frédérique Espagnac, puisqu'on a vu ce large front assez inédit, droite et gauche, main dans la main, contre cette question de la privatisation d'Aéroports de Paris, mais aussi de la Française des Jeux. Est-ce qu'il y avait une réelle atteinte à la souveraineté de la France? Oui, mais je crois que si au-delà des clivages politiques, certains diront politiciens, moi je dirais politique, justement il y a une concordance et je crois qu'il y a aussi, on va dire, le vécu. On a parlé tout à l'heure des autoroutes, on peut parler des privatisations de l'aéroport, notamment de Toulouse, le vécu, ce qui est en train de se passer notamment avec les investisseurs chinois. Il faut se dire les choses aujourd'hui, les infrastructures et Aéroports de Paris est une entreprise, enfin en tout cas aujourd'hui stratégique pour l'État français. Et je rappelle aussi qu'il y a lié à cela tous les investissements d'aménagement du territoire sur la zone et il y a aussi l'avenir d'une compagnie aérienne qui nous est tous chère qui s'appelle Air France. Et donc au-delà en tout cas de la porte d'entrée de cette frontière potentiellement de la France, je crois que c'est aussi l'avenir stratégique du territoire. Comme l'a dit M. Carucci tout à l'heure, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Et quand on voit potentiellement ce qui est en train de se passer à Toulouse, on a vidé les réserves d'investissement, on revend avec de la plus-value et en aucun cas on tire la parole donnée des investissements. Donc je crois que c'est aussi ça le risque. Et donc c'est pour ça que et la droite et la gauche s'est retrouvées, tout simplement parce qu'on a aussi le vécu. On a parlé tout à l'heure des autoroutes. Il faut regarder ce qui se passe. Et donc je crois que c'était logique, en tout cas, qu'on s'y oppose. De la même façon sur la Française des Jeux. Ouais. Je regrette un peu sur Engie qu'on n'ait pas eu la même position, mais en tout cas, je pense que chacun autour de sa table posera les choses. C'est un peu surprenant pour la droite de s'opposer à une privatisation. Je crois que chacun a voté en conscience, tout simplement. Il n'y a pas de question de front uni particulièrement contre qui que ce soit. Simplement, un dossier nous est soumis. Je remarque d'ailleurs en premier qu'une affaire aussi énorme fait l'objet de 4 articles. Dans un projet de loi fourre-tout, il y en avait initialement plus de 70 et 200 à la sortie de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas sérieux. Et c'est un dossier qui mérite d'être approfondi. Ensuite, c'est un dossier qui est malvenu en ce moment parce que actuellement, dans le Val d'Oise et dans les autres départements limitrophes de Roissy, il y a un dossier pour la construction d'une quatrième aérogare avec en potentiel une croissance du trafic aérien de 72 millions de passagers en 2017 à Roissy à 110, 120, voire 140 d'après ce qu'on nous a dit hier. C'est pas du tout anodin pour les personnes qui vivent à proximité de l'aéroport, qui sont en grande partie d'ailleurs dans le Val d'Oise pour les plus concernés. Donc au moment où on a cette concertation qui va être difficile, qui est compliquée, on va falloir arbitrer entre l'intérêt général du développement économique, mais aussi le respect des riverains. Mettre une privatisation en 4 articles dans une aussi grosse loi en même temps, c'est pas sérieux. Richard Yung, pourtant, l'État a besoin de cet argent pour financer notamment un fonds pour l'innovation. L'État en a besoin pour 2 choses. Le fonds dont vous avez parlé, vous avez évoqué 10 milliards, 250 par an, sur ce qu'on appelle maintenant les innovations de rupture. C'est un nouveau terme qui veut dire les technologies les plus nouvelles. Et c'est vrai que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là, la voiture intelligente, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais l'État en a besoin, et Aéroports de Paris aussi en a besoin, pour développer ses investissements, pour financer ses investissements. Et l'État, qui est à 50 et quelques % à l'intérieur de 50,6, la moitié, on va dire, à l'intérieur de ADP, n'a pas les moyens de faire face aux investissements énormes qui sont demandés. Voilà. Donc, il faut... D'ailleurs, je constate quand même... Je constate quand même que l'ouverture du capital d'Aéroports de Paris s'est fait
au moins en 4 étapes depuis le gouvernement Jospin, par tranche. Jospin, Villepin. Justement, Richard, puisque vous en parlez, voilà. ça a été la réponse de Bruno Le Maire. Je vais vous faire réagir, Olivier Henno. Mais avant ça, écoutez, Bruno Le Maire, c'était hier soir en séance, il a réagi justement à ces précédentes privatisations, que ce soit sous le gouvernement Jospin, comme dans le programme de François Fillon. Écoutez. Entendre Madame Lienemann tout feu, tout flamme contre les privatisations, alors qu'elle a participé à un gouvernement qui était celui qui a le plus privatisé depuis 30 ans, y compris des actifs stratégiques, ça ne manque pas de sel. Il me semble que lorsque M. Jospin était Premier ministre, vous ne défendiez pas avec autant d'ardeur le refus des privatisations. Il est assez piquant aussi de voir certains sénateurs des Républicains, pas tous, certains ont des questions, d'autres sont plus péremptoires, dénoncer avec autant de vigueur les privatisations. Je rappellerai juste une citation. Il faut reprendre les privatisations et que l'État reprenne des capitaux immobilisés dans des entreprises commerciales où il a gardé des participations, qu'on récupère cet argent et qu'on investisse. C'était François Fillon, c'était en 2016 et c'était son programme pour les présidentielles. Dans le fond, le seul cohérent dans cette affaire, c'est M. Gay. Et je veux dire à M. Gay que je serais heureux, s'il me le confie, de gérer son PEL. Voilà, au-delà il a été plus loin, il a dit qu'il allait adhérer au Parti communiste. Voilà, au-delà du trait d'humour du ministre, Olivier Henno, on entend quand même ces arguments. Il y a eu quand même une vague de privatisation et on est dans la continuité finalement. Alors, le groupe UC-UDI a voté pour, parce que pour nous, c'est pas un dogme. Je le dis un peu aux collègues, j'ai remarqué que quand on était dans la majorité, on était souvent favorable aux privatisations, et quand on est dans l'opposition, on y est souvent opposé. Bon, c'est une jurisprudence constante. La question n'est pas le dogme. S'il suffisait qu'une entreprise reste publique pour que la qualité du service rendu, la qualité du service public soit excellent, ça se saurait. On est élus locaux, là, on a l'occasion de voir que parfois, il y a des DSP qui ont des services publics de qualité. Et donc, nous, il nous a semblé que du point de vue de la régulation, du point de vue des assurances qui étaient données, du point de vue de donner à l'aéroport de Paris une dimension nouvelle, de moderniser ce qui doit être modernisé, eh bien, stratégiquement, c'était opportun. Et enfin, un point de vue plus stratégique lui-même, je pense que, à notre époque, penser que les questions de stratégie et de régulation ne se jouent que par la nationalisation ou que par des entreprises publiques me semble dépasser. La question, et d'ailleurs c'est pour ça que le débat d'Alstom est extrêmement intéressant et c'est pour ça que ça nous heurte beaucoup, c'est à ce moment-là d'imaginer une stratégie européenne et une maîtrise de cette question européenne. Autrement, il me semble que à l'échelle nationale, par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, par rapport aux États-Unis, nous sommes maintenant trop petits pour peser. Et que si on veut retrouver de la souveraineté, parce que ça c'est un débat intéressant, eh bien on la retrouve à l'échelle européenne. Frédéric Espagnac. Et je vais peut-être rebondir sur la question de la souveraineté. Aujourd'hui, les Chinois sont sur un plan d'action qui s'appelle Chine 2020, Chine 2030, où justement ils récupèrent tous leurs actifs justement sur en tout cas les filières stratégiques et notamment les déplacements, notamment les aéroports. Je pense que ce n'est pas hasard. Alors que nous, en ce moment, paradoxalement, l'État les vend. Moi, j'ai envie de rappeler aux uns et aux autres la question, je crois, si on s'est retrouvés tous les deux, par exemple, sur ce vote-là, c'est pas une question de dogme. Quand j'entends que l'État ne pouvait pas investir, on va être d'accord, on est quand même surpris, on ne peut pas laisser entendre ça. Quand potentiellement, aujourd'hui, tout ce qui a été dit, j'entends tout à l'heure, c'est les mêmes arguments qu'on a entendus sur les autoroutes, c'est les mêmes arguments qu'on a entendus à l'époque sur l'aéroport de Toulouse. Vraiment, sur l'investissement aujourd'hui des aéroports, juste ceci, les 50 plus importants aéroports, les 5 premiers, on va dire aujourd'hui, sont tous gérés par les États. Et justement, c'est pas un hasard. Si ces choix stratégiques ont été opérés. Ce n'est pas une privatisation sèche, a rappelé Bruno Le Maire. C'est une délégation de services publics de 70 ans, et je l'ai dit à la tribune, l'État va pouvoir reprendre possession de la totalité de ses actifs. Dans le plus grand respect des acteurs des uns et des autres, c'est les mots pour mots ce qu'Emmanuel Macron avait dit
à l'époque de la privatisation de Toulouse. On en voit le résultat aujourd'hui. C'est mot pour mot ce qui avait été dit à l'époque sur les autoroutes. Donc faisons attention. La question n'est pas de faire peur aux Français ou pas. La question aujourd'hui est de se dire c'est un enjeu majeur. Le fonds d'investissement, on a vu que les dividendes auraient suffi potentiellement à le financer. Donc pourquoi se dessaisir alors qu'on sait très bien, on peut comprendre. Moi j'ai juste envie de dire ça ceci. va aussi servir à désendetter l'État, certainement. On a bien compris que les annonces qui ont été faites pour le pouvoir d'achat des Français demandent à être financées. Mais pour autant, c'est du court-termisme, alors que c'est potentiellement des ressources pour les Français sur le moyen et sur le long terme. Donc l'État doit être stratège de ce point de vue-là en termes d'investissement également. Oui. Moi, je voulais simplement dire que j'aborde tous ces dossiers-là avec un pragmatisme total, comme je l'ai fait en étant élu local, où j'ai repris en régie des services qui étaient délégués. J'ai parfois fait le contraire, j'ai privatisé. Chaque dossier se regarde, en effet, à l'aune de l'intérêt de la collectivité qu'on gère. Là-dessus, il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas de dogme. Ensuite, ce que je voulais aussi préciser, c'est que lors de son audition devant la commission spéciale, Augustin de Romanet, président d'Aéroports de Paris, nous a dit, et je répète pratiquement mot pour mot ce qu'il a dit, que la société Aéroports de Paris dégageait tout le cash flow nécessaire à son développement et qu'il n'était en rien nécessaire d'avoir recours à la privatisation pour financer son avenir. Donc déjà, ce sujet-là est complètement évacué. Et puis une dernière chose, très rapidement, sur le fameux fonds des 10 milliards qui doivent produire 250 millions. Il ne faut pas perdre de vue que, d'une part, en effet, les dividendes permettent déjà d'arriver à ça en gardant l'actif, et que, d'autre part, les 10 milliards, au terme d'un certain nombre d'années, ne vaudront plus grand-chose du fait de l'inflation. Donc, tout simplement, c'est une mauvaise affaire financière avant toute chose. À quoi va servir cette opération, Richard Yung? On a du mal à y voir clair, finalement. Les 10 milliards, ils seront, j'espère, gérés de façon sage et efficace par le Trésor. C'est ce qu'a dit le ministre. Et il est possible de trouver 2,5-3% sur le marché, surtout quand on est le Trésor. Évidemment, nous abordons tous ces questions-là de façon assez empirique. On voit bien d'ailleurs, certains sont tout à fait hostiles à la privatisation de ADP, hostile à la Française des Jeux, j'ai un peu plus de mal à comprendre parce que l'aspect stratégique de la Française des Jeux, à partir du moment où elle continue à être la machine à ramasser la fiscalité, ce qu'elle est, et qu'elle est ouverte aux 20 000 buralistes, me paraît pas un problème majeur. Et par contre, sur Engie, au contraire... sauf pour le groupe communiste d'ailleurs. Les socialistes, excuse-moi, nous on a voté aussi contre la privatisation. Voilà, on est cohérents. Donc vous êtes contre tout, mais non, on est juste cohérents. Heureusement, le Sénat comporte un certain nombre de groupes qui sont un peu plus empiriques, comme vous l'avez dit. Pragmatiques. Olivier, voilà. Oui. Nous y croyons au fonds d'innovation. La réalité, chers collègues, c'est que tout de même, on a un État extrêmement endetté. On a un État qui a mal maîtrisé sa dépense publique. C'est une réalité. En revanche, c'est pas parce qu'on dit privatisation qu'on accepte l'idée de ne pas être dans une logique de stratégie. Moi, par exemple, je serais assez favorable à faire ce qui se passe en Asie à l'échelle européenne, interdire des capitaux européens à plus des capitaux non européens à plus de 50% dans des entreprises stratégiques. D'ailleurs, on a déposé un amendement dans ce sens, qui va être discuté, qui vient là, parce que ça me semble opportun. Mais enfin, tout de même, franchement, je redis ce que je dis, y compris au groupe socialiste. Quand vous avez été au gouvernement, et je le dis sans polémique, vous n'étiez pas aussi regardant. Oui, peut-être vous, mais enfin, si vous regardez, ce n'est pas vous, c'est donc vous. On est d'accord. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, mes votes ont été cohérents. Mais enfin, tout de même, franchement, quand vous étiez au gouvernement, vous avez été extrêmement favorable aux privatisations. Donc, la question n'est pas le dogme lui-même. La question, c'est la question de la régulation. La question, c'est du respect des engagements. Et la question, c'est les capitaux qui vont être en charge et la gouvernance de cet aéroport de Paris. Et puis, Bruno Le Maire l'a rappelé, c'est vrai que l'État n'a pas 100% d'actifs, il a 50,6%, donc il y a 49,4% qui sont aux actionnaires. L'État ne fait déjà plus la pluie et le beau temps. Frédéric Espagnac. Non, mais en tout cas, l'État a un droit de regard certain, avec plus de 50%. À ce jour, il le perd. J'ai envie de revenir quand même sur les questions dogmatiques. Je vous rappelle quand même qu'au-delà d'Engie, c'est la libéralisation des prix du gaz. C'est dans la période actuelle où on parle du pouvoir d'achat des Français et du quotidien, quand on va libéraliser le prix du gaz avec les conséquences que ça va avoir dans le quotidien
pour l'électricité et autres, ça va avoir des conséquences. Tout à l'heure, j'entendais aussi sur... Ah non, mais c'est pas parce qu'on libéralise et qu'on privatise qu'on libéralise le prix. Les deux choses sont de nature différente. Pas si différentes que ça, on peut très bien, quand je parlais de régulation, c'est ça que je voulais dire. Écoutez, la moindre des choses... Allez-y, Frédérique Espagnac, vous avez la parole. La deuxième chose, et vous l'avez tous contacté, c'est qu'aujourd'hui, le désengagement d'Engie, en tout cas, avec sur les territoires, potentiellement, un certain nombre de licenciements avec des activités qui se font, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée, avec des opérateurs. Il y a plus de 3000 aujourd'hui emplois qui ont été sacrifiés. Et on va continuer. Donc faisons attention à ce qu'on fait, parce que tout ça a des conséquences sur nos territoires, et faisons pas semblant que ça n'en a pas. La troisième chose, c'est sur la Française des Jeux. Aménagement du territoire. Aujourd'hui, tous les petits commerces aujourd'hui que nous arrivons à préserver y contribuent. Le sport, le financement de tous les investissements sportifs, alors qu'aujourd'hui, les crédits financiers dans les communes, dans les collectivités baissent pour le sport, c'est aussi grâce à la Française des Jeux. Donc il faut aussi dire ça. Il faut être honnête avec ça. Et là, je ne vous entends pas le dire aujourd'hui. Donc la question n'est pas un dogme. La question, c'est l'engagement et les conséquences des choix que nous faisons sur chacun de nos territoires. Et nous sommes les uns et les autres défenseurs de nos territoires. Ouais. Arnaud Bazin, vous souhaitez réagir, je vous donnerai la parole. Quelque chose très rapidement sur la question de l'endettement, puisque une des raisons de la vente d'ADP, c'est de participer à hauteur de 10 milliards au désendettement. J'ai dit à monsieur le ministre de l'économie et des finances hier soir que quand on présente un budget en déséquilibre de 100 milliards d'euros, que le président de la République en rajoute 10 à 12 en 13 minutes un soir de décembre, on ne peut honnêtement pas parler de désendettement alors qu'on en a mis 110 d'un côté, qu'on prétend en retirer 10 de l'autre. C'est juste pas sérieux. Et puis sur la Française des Jeux, parce que c'est quand même un sujet important, il y a une vraie inquiétude, et c'est pour ça que la Commission a pris cette décision de s'opposer à cette privatisation, autour des questions d'addiction aux jeux, en ouvrant une porte à la diffusion de jeux de hasard, peut-être au plus proche des habitants des quartiers, où on sait bien que cette tentation est permanente et qu'elle induit des difficultés de fonctionnement dans les familles, des drames humains parfois. Donc que l'État, en plus de sa régulation, garde vraiment la main sur cette question où le commerce ne doit pas intervenir plus qu'il ne le fait déjà, franchement, je ne pense que ce n'est pas une question de gauche, de droite, c'est juste une question de protection des populations. Elle a été prise en compte, Richard Young, cette dimension humaine, d'addiction potentielle aux jeux. La remarque est un peu paradoxale parce qu'aujourd'hui, ce que vous décrivez se fait justement avec un actionnariat majoritaire de l'État. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire pire. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça soit pire. Il y a des risques. Je mets mon espoir. L'État a pris des décisions quand il a fallu retirer un certain nombre de jeux. Dans l'ouverture du capital aux buralistes. Il y a plus de 20 000 buralistes. Nous nous étions battus pour eux sur les problèmes du tabac et du paquet dit neutre, vous vous rappelez, peut-être à cette époque-là. Et on avait réussi en partie à les préserver. Et il faut aussi les préserver sur les jeux. Et je pense que le fait qu'ils deviennent eux-mêmes actionnaires, non pas salariés, mais travailleurs de l'entreprise, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut défendre ce projet-là. Et le risque d'avoir des machines à sous dans les distributions de tabac, ça vous paraît pas dangereux ? De toute façon, c'est pas le fait que moi, je n'aime pas l'idée fausse, mais très franchement, penser qu'il n'y a pas d'addiction au jeu, tant que les entreprises restent des entreprises publiques, il suffit d'aller dans les hôpitaux psychiatriques voir les addictions. Oui, mais sauf que c'est la réalité. Non, c'est pas ce qui a été dit. L'État lui-même que vous n'interrompiez pas. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez fait, vous, ce n'est pas la même chose. Donc vous êtes en train de le faire aussi. Donc je disais simplement que si vous allez dans des PMU le dimanche, ou même le samedi, ou même dans les courses par course tous les jours, excusez-moi, les addictions au jeu, vous les voyez. Ouais. Donc la question mais il y a de la régulation jusqu'à présent. Est une question tout autre, elle est grave. Mais enfin, franchement, s'il fallait simplement que les entreprises restent publiques pour qu'il n'y ait pas d'addiction au jeu, ça se saurait, bon sang de bois. Ouais. Frédérique Espagnac, cette question de la régulation, elle est importante puisqu'on a souvent cité en exemple dans les antécédents la privatisation des autoroutes. Là, le ministre dit qu'il y aura une révision tous les 5 ans des redevances aéroportuaires. Le contrôle de l'État sera donc beaucoup plus sûr. Vous ne lui faites pas confiance ? C'est pas que je ne lui fais pas confiance, c'est que malheureusement, à l'épreuve des faits, écoutez, à l'épreuve des faits, on est malheureusement obligé de se rendre compte voilà, sur les autoroutes, on a vu ce qui s'est passé. Encore, je parlais tout à l'heure sur la régulation qui devait s'opérer sur, en tout cas, les aéroports, les privatisations d'aéroports. Voilà, Toulouse en est un exemple flagrant et gravissime d'ailleurs, parce que franchement, quand on voit le manque à gagner pour l'État sur un aéroport comme celui-là, ça veut tout dire. Donc, moi, je pense réellement, au-delà de... Je vous rappelle quand même sur la régulation, j'ai envie de dire que l'État a pris des décisions et a sorti un certain nombre de jeux quand on a vu des addictions se développer plus qu'il était normal.
C'est un cas particulier, Toulouse, parce qu'il y a d'autres aéroports en France où ça s'est plutôt bien passé, comme par exemple à Nice. Regardez le rapport de la Cour des comptes, il n'est pas si positif que ça, contrairement à ce qu'il dit. D'ailleurs, contrairement à ce qu'a dit Monsieur le maire. Donc, si on regarde de près, je crois qu'on a des leçons à en tirer sur chacun d'entre eux. Richard Young. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nice, d'après ce que j'ai vu, lu, entendu du regarde le rapport de la Cour des comptes, tu verras qu'il n'est pas tout à fait sur cette conclusion-là. Ils sont plutôt satisfaits de cette privatisation. Mais je revenais à la Française des Jeux. C'est vrai que la régulation est compliquée parce qu'il y a plusieurs types de jeux. Il y a les chevaux, il y a le papier, il y a le loto, enfin bon, toutes ces choses-là. Et ce sont des métiers différents. Et je dois dire, probablement, nous n'avons pas été assez clairs sur le type d'autorité de régulation que nous avions en tête de mettre en place pour réguler ces différents. Et il y a évidemment une certaine inquiétude autour de la filière équine qui dépend beaucoup des paris. Oui, Olivier Hénaud. Oui, alors, cher collègue, Toulouse, c'est fait, c'est un gouvernement socialiste, la privatisation. Non, ce n'était pas un gouvernement. Rappelez-vous. Valls n'était pas socialiste. Emmanuel Macron n'était pas socialiste à l'époque. Je suis d'accord, on est d'accord. Le Premier ministre et le Président de la République étaient socialistes, me semble-t-il. Donc ça, c'est fait. Moi, je crois vraiment que la question essentielle, d'ailleurs, même quand des entreprises restent publiques, dans tous les domaines, c'est la question de la régulation et c'est la question de l'avenir. La question d'être en capacité de prévoir l'avenir, d'investir pour l'avenir. Voilà, c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Oui, Arnaud Bazin, est-ce que le gouvernement va entendre la voix du Sénat, On parlait de cette alliance inédite. Le texte tel qu'il est repassera à l'Assemblée nationale. Vous espérez un changement de la part du gouvernement ? Juste un mot sur la régulation très très rapidement. Il vaut mieux une régulation forte qu'une régulation faible. On est bien d'accord. Cependant, quand il y a un contrat de délégation de service public, on observe, c'est juste un constat, que le délégataire est en position de faiblesse le délégant est en position de faiblesse par rapport à son délégataire. C'est constant, parce que c'est lui qui porte après le service, l'image auprès des populations, etc. Bon, en ce qui concerne l'avenir de notre vote, écoutez, moi je suis sans grande illusion, parce que jusque-là, le gouvernement nous a traités avec le plus grand mépris. Il a les moyens de faire timbrer son papier à l'Assemblée nationale. Je crains fort qu'il le fasse. J'espère qu'il gardera au moins quelques éléments d'amélioration de la régulation que nous avons introduits, parce que ce soit un ADP privé ou public, la régulation est de première importance. On fait quelques progrès en la matière. J'espère qu'au moins il prendra ça. Pour le reste, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Frédéric Espagnac. Je pense que peut-être qu'il y a des aspects sur lesquels on pourrait peut-être se mettre d'accord les uns et les autres. Ce qui nous a manqué aussi, il faut se le dire, sur ces dossiers, tel que cela a été dit notamment sur l'ADP, mais pas que, c'est que tous les cahiers des charges, toutes les conditions potentiellement que nous aurions dû étudier sur la cession de ces actifs, on ne l'a pas eu. Ou à la dernière minute, avec que les rapporteurs qui ont pu voir, par exemple, sur ADP, le cahier des charges. Donc ça, c'est pas tenable sur des enjeux financiers tels, sur un engagement de l'État et même sur la question libérale, sur les conséquences financières. Il n'est pas possible que le Parlement donne un avis, et c'est même une question qu'il faut qu'on se pose, sans avoir eu au préalable le cahier des charges qui permettait aux uns et aux autres clairement de voir si les sécurités étaient là ou pas. C'est ce qui nous a manqué, il faut se le dire. Il y a eu des problèmes d'études d'impact, Olivier Hénaud, dans la préparation de ce texte. Il y a quand même une commission spéciale ici au Sénat. Oui. Et alors je pense que sur la méthode, on peut toujours faire mieux. C'est vrai que ce texte, les bonnes intentions de ce texte sont réelles. Il s'agit d'augmenter la croissance, de simplifier. Et au fond, on est tous d'accord depuis longtemps sur ces questions. Après, c'est vrai que le texte lui-même multiplie les articles et que ça complexifie la possibilité d'approfondir le débat. Sur la méthode, on pourrait faire mieux, je le reconnais. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut signifier ça au gouvernement. Oui. Richard Young, il y a eu un problème de méthode. Je rappelle que l'élaboration du texte a commencé au mois de novembre. Même octobre, si ma mémoire est bonne, avec des consultations tout azimut de tous les corps constitués, de tous les syndicats, etc., qui a eu ensuite, fin janvier, une plateforme ouverte à Bercy où chacun pouvait déposer ses observations. Et il y a eu, je crois, 60 000 observations déposées. Voilà. Donc, on a l'impression que le texte, tout d'un coup, tombe de l'Olympe. C'est pas tout à fait mon sentiment. Il a été largement discuté. Ceci dit, maintenant, la prochaine étape, c'est la CMP, la commission mixte paritaire.
Vous êtes peu convaincant, chers collègues. Même mon collègue est d'accord. Franchement, non, mais moi, je fais pas partie de la majorité. Le message que le Sénat envoie au gouvernement et à l'Assemblée, en fait, n'est pas très encourageant. Vous dites, on refuse la privatisation, non, on refuse le fonds. Mais si vous prenez des petits trucs, là, alors là, on sera content. Non, je crois, c'est pas comme ça que ça marche. La question qui se pose, c'est ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce qui a été dit, et potentiellement après, je laisse la parole à mes collègues. Écoutez, je crois que si on quel que soit, rapidement, en tout cas, si on est quand même un peu objectif sur ces bancs, quelles que soient les alertes que le Sénat a fait ces derniers mois, à chaque fois, on a souvent eu raison d'alerter le gouvernement. Et j'ai tendance à penser que s'il nous avait écoutés sur un certain nombre de points, notamment sur le prix du gazole ou d'autres, sur les taxes et d'autres, je pense que les choses se seraient passées différemment. De la même façon, la question n'est pas d'être dans un bras de fer avec le gouvernement ou pas. La question, c'est d'alerter. Si à un moment donné, on arrive à se retrouver avec des partis politiques différents, ce n'est pas question dogmatique. Je crois qu'ici, au Sénat, les uns et les autres, on est pragmatiques. La question, c'est de se dire, est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui pour les Français et pour notre pays de vendre ADP? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Non. Et c'est en ça que nous alertons. Après, le gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale. On n'est pas dupes. On espère en tout cas que certaines choses en tout cas, peuvent changer, notamment sur le cahier des charges. Juste une petite remarque finale. C'est d'autant plus dommage qu'il y a plein d'autres choses que moi je trouve très positives dans ce texte. Mais c'est pour ça qu'il faut le dire aussi. Il y a des choses sur lesquelles on a parlé sur Public Sénat. Merci Richard Yung, merci à vous Olivier Henno, merci Frédéric Espagnac, merci Arnaud Bazin d'être venu sur ce plateau. Je vais d'ailleurs regagner l'hémicycle puisque la séance autour de ce projet de loi Pacte continue. Et les questions économiques sont d'ailleurs au premier rang en ce moment au Sénat puisque la Haute Assemblée a lancé une mission d'information sur la sidérurgie en France. Il faut dire que les fermetures de la série de Gandrange et des hauts-fourneaux de Florange ont marqué l'histoire industrielle. Plus récemment, c'est le cas de Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord, repris in extremis, qui a poussé les sénateurs à se pencher sur cette question. Fabien Riquer. Ils sont le symbole du déclin de la sidérurgie française. Les hauts fourneaux de Moselle, définitivement éteints. Et même si le sauvetage de l'aciérie d'Ascoval en décembre dernier a ramené une lueur d'espoir, la filière métallurgique est en difficulté. C'est aussi un bastion fragile ou fragilisé par la crise de 2008, fragilisé aussi par l'attitude assez agressive des concurrents étrangers et notamment chinois. On sait que la Chine a fortement investi et est arrivée à une situation de surcapacité dans les domaines métallurgie-sidérurgie. Une filière qui emploie plus de 60 000 personnes en France dans 350 entreprises pour un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros. Des entreprises fragilisées par la concurrence chinoise qui a inondé le marché mondial avec un acier à bas prix. Conséquence en France, l'emploi salarié dans la sidérurgie a chuté de 21% en l'espace de 10 ans. Principalement touchés, quelques bassins d'emploi dans les Hauts-de-France, l'Est et la région PACA. Mais le recul de l'emploi ne signifie pas que la filière est condamnée. Les fermetures de sites ont souvent un impact médiatique très fort parce que tout le monde, en gros, a peur pour son emploi. Mais il ne faut pas mélanger les deux phénomènes. La plupart du temps, une fermeture de site ne dit rien de la santé d'un acteur économique à l'échelle nationale. Des acteurs qui misent sur l'innovation et la montée en gamme pour résister à la concurrence. La mission d'information du Sénat, qui se penche sur la filière, se donne 6 mois pour rendre son rapport. Et je vous propose d'écouter la réaction de la sénatrice centriste Valérie Létard. Elle est à l'initiative de cette mission d'information au Sénat et elle était au micro de Tam Tranui il y a quelques instants. Écoutez. Valérie Létard, vous êtes la rapporteure d'une mission d'information qui se constitue aujourd'hui, une mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie. Pour vous, déjà, il y a une sidérurgie du 21e siècle. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on parle de sidérurgie, qui est effectivement un secteur de l'activité industrielle ancien, qu'elle ne peut pas tourner la page et être une industrie complètement raccord avec les enjeux du 21e siècle. On est là évidemment sur un secteur stratégique puisqu'il permet aussi l'indépendance d'un pays en termes de, tout simplement d'approvisionnement de tout un tissu industriel aval qui a besoin d'avoir accès, bien évidemment, aux matières premières et à l'approvisionnement. Et plutôt quand il est à proximité, c'est mieux. Un secteur d'avenir, mais un secteur aussi fragilisé par la concurrence internationale. Quels sont pour vous aujourd'hui les points de fragilité de la sidérurgie française ?
bien, comme vous l'avez dit, on a un premier sujet, c'est qu'il y a, aujourd'hui nous sommes confrontés à une surcapacité mondiale et aussi une guerre commerciale entre la Chine, les États-Unis, dont il faut veiller à ne pas subir les effets collatéraux. Donc il y a toute la question de la sécurisation de la filière qui se pose. Le deuxième volet, c'est à un moment où nous avons des enjeux climatiques, évidemment l'objectif de réduire les émissions de CO2. Nous sommes dans un secteur de l'activité industrielle qui est fortement émetteur de CO2. La question évidemment de la fiscalité carbone est un sujet qui va nous intéresser de près. C'est sujet d'actualité s'il en est. Et évidemment, c'est une industrie qui est aussi fortement consommatrice d'énergie, d'électricité. Il y a des enjeux aussi qu'il nous faut approfondir dans ce domaine qui avait été pour certains déjà effleuré dans la mission qui avait été conduite par nos collègues, dont Martial Bourquin évidemment était le rapporteur. Il faut continuer à approfondir cette question. Nous le ferons évidemment dans ce travail de la mission qui doit être rendu pour le mois de juillet et nous avons donc 6 mois pour aller sur le terrain, à la rencontre bien évidemment de ce secteur qui est assez important, qui est divers, puisque derrière la question de l'acier, il y a des domaines très différents. Il y a des secteurs qui sont très compétitifs, dans lesquels nous avons des leaders de très bon niveau. Il y a des secteurs qui sont plus sensibles et plus fragiles à la concurrence et à la compétition. Il faut que nous abordions toutes ces questions, la recherche et le développement, la question de la formation. Quelle stratégie évidemment aussi pour les acteurs publics, que ce soit l'État, les collectivités, justement, dans l'accompagnement des mutations. Dernièrement, eh bien sûr, on vous avait entendu sur le cas de l'acierie, Ascoval, cette acierie du Nord, très moderne, ultra moderne même, mais qui avait eu quand même des difficultés pour sa reprise. Vous allez suivre ce dossier dans le cadre de cette mission ? Bien sûr, un des intérêts de cette mission, c'est aussi de faire un état de la situation de notre tissu industriel dans ce domaine sidérurgique, dans ses différentes composantes, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons des usines de différentes natures qui produisent des aciers différents, certains très spéciaux pour des secteurs et des niches d'activité à forte valeur ajoutée. Il faut que nous regardions tout cela. Et effectivement, notre souci, c'est de regarder dans chaque territoire qui abrite une grande partie des, on va dire, des acteurs majeurs de l'industrie sidérurgique, que ce soit dans le Nord élargi, que ce soit dans le Grand Est, que ce soit dans le Sud. Nous avons des sites comme Fos-sur-Mer, évidemment. Il nous faudra nous déplacer pour comprendre et auditionner énormément, car notre objectif, c'est bien de regarder comment accompagner les mutations de cette filière et faire en sorte qu'elle s'organise. Des premiers travaux des comités de filière ont eu lieu. Nous allons auditionner dans nos premières séquences et dans nos premières auditions les responsables de ce comité de filière et ensuite nous allons entamer un long travail pour essayer de ressortir des préconisations et d'organiser l'avenir d'une filière qui, encore une fois, a beaucoup d'avenir si on sait l'accompagner et la structurer. Merci beaucoup Valérie Létard et nous suivrons bien sûr tous les travaux de cette mission d'information sur Public Sénat. Merci à vous, Tam. Dans le reste de l'actualité, et face à la levée de boucliers suscitée par l'idée de faire un référendum le même jour que les élections européennes, l'exécutif semble renoncer à ce projet. Édouard Philippe était interrogé hier lors de la séance de questions d'actualité au Sénat. Je vous propose d'écouter la réaction et la réponse du Premier ministre. Je ne crois pas qu'un instrument unique soit de nature à traiter l'ensemble des questions qui auront été évoquées pendant le grand débat. Le scrutin qui interviendra le 26 mai pour les européennes sera un scrutin d'une importance considérable, absolument considérable, pour la construction européenne et pour notre pays. Il faut que le débat ait lieu. Il faut que les gens disent clairement, que les responsables politiques, que nos concitoyens disent clairement ce qu'ils souhaitent s'agissant de la construction européenne, ce qu'ils veulent assumer s'agissant de la construction européenne. Nous avons tous à gagner à la clarté du débat en la matière. J'en suis intimement convaincu. Et tout ce qui permettrait, tout ce qui aurait pour effet de remettre en cause la clarté du débat serait probablement écarté. C'est d'autant plus vrai que, référendum ou pas, monsieur le sénateur, depuis très longtemps, les élections européennes sont le moment où on parle finalement assez peu des élections européennes et beaucoup de questions politiques nationales. Nous le savons tous, nous l'avons tous vécu et nous n'avons pas envie que cela recommence. Je vous propose d'écouter la réaction de Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, au micro de Tam Tranui.
Roger Carucci, hier on a entendu le Premier ministre qui s'est exprimé sur l'opportunité d'un référendum. Il a admis que le 26 mai, ce n'était pas forcément une très bonne idée. Est-ce que vous voilà rassuré? Non, je ne suis pas rassuré parce que dès qu'un ministre, Premier ministre lui-même d'ailleurs, dit quelque chose, il y en a un autre qui dit autre chose. Et donc, on a le sentiment qu'en réalité, rien n'est décidé de manière définitive. Ce qui est clair, c'est que rien n'est clair. Voilà. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura un référendum. On ne sait pas si ce sera en même temps que les élections européennes. Et on ne sait pas ce qu'ils veulent faire du grand débat. Donc, tout est parfait. Poursuivons dans la confusion. Si le référendum, il y avait un référendum par exemple sur le non-cumul des mandats dans le temps, sur la baisse du nombre de parlementaires, est-ce que ça vous paraît être encore une réponse pertinente à la crise des Gilets jaunes? Franchement. Ça fait tout de même partie d'un certain nombre de revendications. Non mais d'accord. Mais quelles sont les revendications premières? La toute première, c'était sur la hausse des taxes sur le carburant. Ensuite, ça a été sur le pouvoir d'achat. Trop d'impôts, trop de taxes, trop de réglementations, 80 km/h, trop de dépenses publiques. C'était ça, le fondement. Là-dessus, on a vaguement répondu au mois de décembre et on a voté ici les mesures d'urgence très bien adoptées. Mais ça n'était pas la totalité de la revendication. Plutôt que de proposer un Grenelle social, ce qui serait la logique du système, pour qu'on dise comment on peut avancer sur le pouvoir d'achat sur les années à venir, le gouvernement lance un grand débat, le président de la République y participe, et pour le moment, tout ce qui en sort, en tout cas dans les mesures référendaires, c'est moins de députés, moins de sénateurs, c'est une part de proportionnel, etc. On ne voit pas très bien le lien. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, puisque dans la réforme constitutionnelle initialement prévue, c'était déjà prévu. Mais oui, on veut un grand plan social, on ne veut pas des mesurettes pour faire semblant de détourner l'attention sur d'autres que le pouvoir exécutif. C'est donc pour vous une diversion, c'est aussi effectivement l'opportunité pour l'exécutif de remettre sur le devant de la scène une réforme qui était en dessous de la pile jusque-là. Mais moi j'ai dit, et je redis, puisque je l'ai dit hier dans l'hémicycle, au gouvernement, vous voulez une réforme constitutionnelle banco. Faisons une vraie réforme. Mais une vraie réforme sur l'équilibre des pouvoirs, y compris en remettant en cause le pouvoir exécutif. Parce que c'est un peu facile. Les gens dans la rue crient Macron démission, et en réalité, à l'arrivée, ils ont moins de députés, moins de sénateurs, mais aucune remise en cause de l'exécutif présidentiel. Il y a un problème. Donc moi, je suis pour une réforme, une vraie réforme, avec un rééquilibrage des pouvoirs. Est-ce qu'un référendum, article 11, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de vote du Parlement, c'est une façon aussi de contourner l'éventuelle opposition du Sénat? On a entendu Gérard Larcher marteler ses lignes rouges pendant plusieurs mois. Mais bien sûr, c'est-à-dire que si le référendum, c'est uniquement je diminue le nombre de parlementaires, je mets de la proportionnelle, franchement, d'abord, ce n'est pas le sujet majeur des Français quand même, et deuxième élément, c'est un moyen d'éviter les votes et d'éviter d'être bloqué. Mais tant qu'à faire un référendum constitutionnel, que ça vaille la peine, qu'on revoie réellement le fonctionnement des pouvoirs. Et je dis au président de la République, banco, faites un vrai référendum, faites une vraie réforme, venez en parler au Parlement, ayons un de vrais débats, changeons le système politique français, mais changeons-le ensemble. Eh bien, merci beaucoup Roger Carucci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam. La réforme de la justice de retour au Sénat, le texte qui fait l'objet d'une forte contestation, a été examiné ce matin en commission. La semaine dernière, la commission des lois avait reçu de nombreuses professions judiciaires pour sortir de l'impasse. Alors comment le Sénat va-t-il tenter de répondre à la crise? Élément de réponse avec Stéphane Amalian. La commission des lois du Sénat a d'ores et déjà rétabli pour l'essentiel son texte de première lecture, après avoir consulté la plupart des acteurs de la justice, avocats, magistrats, greffiers, lors d'une table ronde le 30 janvier dernier. Les acteurs du terrain, unanimes, toutes les professions de la justice, c'est relativement rare, sont plutôt favorables au texte du Sénat qu'au texte de l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas comprendre pour quel motif la ministre de la Justice se braque. Les sénateurs ne se font pas d'illusions, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Ils accusent tout de même le gouvernement de ne pas prendre en compte leurs travaux. Et le groupe La République En Marche fait bloc derrière la garde des Sceaux. Le Sénat revient sur ce texte pour, une fois de plus, je vais dire, non pas l'amender, non pas l'améliorer, ce jour de jour, mais pour le dénaturer. Les sénateurs espèrent obtenir la garantie d'un égal accès à la justice malgré la dématérialisation progressive des procédures. Ils espèrent également revenir sur la réforme par ordonnance de la justice des mineurs. Il nous semble que c'est un point important, il doit être débattu dans les assemblées. On ne peut pas admettre que ce soit par ordonnance, qu'on change une ordonnance bien connue qui a fait ses preuves en ce qui concerne la justice des mineurs.
Enfin, le Sénat s'inquiète également des compétences données aux caisses d'allocation familiale pour réexaminer les pensions alimentaires, une compétence jusqu'alors dévolue aux juges. Et François-Noël Buffet, rapporteur de ce projet de loi, sénateur LR du Rhône, et notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir François-Noël Buffet, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette seconde lecture, est-ce que ça va permettre au gouvernement de sortir de l'impasse selon vous ? Écoutez, je l'espère, en tous les cas nous le souhaitons. Ce que nous ne comprenons pas, c'est la fermeture absolue de la garde des Sceaux sur ce texte. Nous réunissons la semaine dernière l'ensemble des professions judiciaires qui viennent témoigner quasi publiquement que le texte du Sénat, voté par le Sénat, était le bon texte. Je ne dis pas qu'il était parfait, mais le bon texte. Et à la question qu'on lui pose quelques heures après, elle dit non, pas de modification. Je voudrais rappeler, j'ai entendu ce qui vient d'être dit par vos différentes personnes interviewées, que le groupe de la République En Marche au Sénat a voté le texte du Sénat. Donc nous avons décidé ce matin de garder dans le texte les améliorations qui avaient été apportées à l'Assemblée nationale sur les propositions du Sénat. On les a conservées. Nous avons décidé de rejeter tout ce qui a été réintroduit sans que nous ayons à en parler. Je pense notamment, d'un point de vue très technique, à la fusion des greffes des tribunaux civils et du Conseil des prud'hommes, voire à la modification de la loi sur les tutelles par petites touches. Et nous avons considéré qu'il fallait réintroduire ce sur quoi nous étions engagés depuis le début, à savoir la possibilité pour le justiciable de vraiment rencontrer son juge quand il le voulait, à veiller à ce qu'il n'y ait pas un maintien exactement sur le territoire de l'ensemble des juridictions et que par petites touches, on ne vienne pas supprimer des tribunaux dans nos départements. Il en va de l'enjeu de l'accès à la justice dans ce texte. La justice va s'éloigner, c'est ce que vous dites ? À certains égards, on peut le craindre. Je pense en particulier sur toutes les procédures dématérialisées de saisine du juge, sur les procédures d'injonction de payer, par exemple. On peut s'inquiéter de vouloir tout dématérialiser. Certaines personnes ne sont pas en capacité d'avoir recours à ces moyens techniques. Évidemment qu'il ne faut pas refuser, et nous le souhaitons, la numérisation globale de la justice qui en a besoin, qui est très très en retard. Mais moderniser notre système judiciaire, ce n'est pas éloigner le justiciable du juge. Prenez l'exemple des pensions alimentaires pour les couples qui divorcent malheureusement. Eh bien, on va confier ça non plus à un juge, mais au directeur de la caisse d'allocation familiale. Je n'ai rien contre le directeur de la caisse d'allocation familiale, mais il n'est pas un magistrat. Et il faut bien à un moment apprécier les situations. Donc il y a toute une petite... des sujets de cette nature-là, qui sont de nature à éloigner le justiciable du tribunal. C'est pas acceptable. Comment vous expliquez finalement la position du gouvernement ? Est-ce qu'on est dans une posture politicienne, politique ? On est dans une posture où on cherche l'économie à tout prix. Elle est nécessaire de trouver l'économie, mais pas à tout prix. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État, c'est aussi un amortisseur social. Et une société fonctionne parce qu'elle a confiance dans son système judiciaire, elle a confiance dans son juge. Si demain, plus personne n'a confiance, ça ne fonctionnera plus. Et ce côté fermé, absolument quasi obtus, de la part de la garde des Sceaux et du gouvernement, est tout à fait incompréhensible. Imaginez tout de même, je suis membre du groupe LR, je suis rapporteur depuis plusieurs années de textes. On n'a jamais vu ça en termes de discussion avec les gouvernements précédents. Monsieur Urvoas, c'était quelqu'un d'ouvert, avec qui on pouvait discuter, avec qui on pouvait avancer. D'autres ministères, d'autres ministres dans d'autres situations, je pense notamment au texte d'asile et immigration, on avait une discussion et une ouverture. Là, nous n'avons absolument rien. C'est un mur silencieux. Ça a été rappelé, vous avez reçu la semaine dernière les différentes professions, les avocats, les magistrats ou encore les greffiers. Ils partagent vos propositions. Que vous ont-ils dit, justement ? C'est tout à fait remarquable, si je puis dire, dans le premier sens du terme. Toutes les professions judiciaires, magistrats, avocats, greffiers, qui habituellement n'ont pas forcément vocation à se retrouver, étaient tous unis et à l'unisson sur les propositions qu'a faites le Sénat, notamment en matière pénale pour protéger les libertés individuelles, évidemment, que l'on donne plus de pouvoir au procureur de la République, nous en sommes d'accord dans les enquêtes, mais que l'équilibre soit là. La justice, c'est une balance, naturellement. Et il faut qu'elle soit équilibrée. Et tous ont considéré que les propositions du Sénat allaient dans le bon sens et étaient celles qu'il fallait retenir. Pour autant, malgré cette unanimité, le gouvernement reste intransigeant et n'entend pas les réclamations qui sont faites. Oui. Est-ce que c'est un problème de personne lié à la personnalité de Nicole Belloubet, selon vous ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un problème réel que l'ensemble d'une profession, relayée par un Sénat quasi unanime, je ne dis pas totalement, mais quasi unanime, qui est quand même réputé pour sa sagesse, ne soit pas entendu par le garde des Sceaux en place. Ça pose véritablement question en termes démocratiques, oui.
La semaine prochaine, le texte sera donc de nouveau examiné en séance. Comment voyez-vous les débats? Est-ce que vous souhaitez malgré tout cette seconde lecture? Nous avons décidé de reproposer notre texte pour réaffirmer notre position. Nous espérons qu'il y aura peut-être quelques ouvertures, même si nous ne faisons pas trop d'illusions, mais il est important dans le contexte de réaffirmer clairement la position du Sénat, qui est à la fois à l'écoute des professions judiciaires et à l'écoute du justiciable d'une façon générale. Ça, c'est important que pour nous de le redire très clairement. Espérons être entendus. François-Noël Buffet, vous êtes membre de la commission des lois et donc membre de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Elle connaît de nouveaux rebondissements avec les perquisitions hier à Mediapart. Aujourd'hui, on voit que le point de départ de l'enquête serait un courrier de Matignon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, sous réserve de toutes ces vérifications, depuis la semaine dernière, depuis longtemps, je dis que l'on n'est pas au bout de cette affaire et qu'on va en apprendre tous les jours. Je suis fortement étonné de cette information. En tous les cas, c'est le réel que Matignon ait fait la démarche, c'est-à-dire que le service du Premier ministre ou le Premier ministre ait fait la démarche auprès du procureur de la République pour saisir ou engager une procédure à l'encontre du journal Mediapart, me surprend totalement. Je crains, ou je pense, qu'il y a quand même un peu de panique au gouvernement dans cette affaire. Est-ce que ça va changer la position du Sénat, justement, toutes ces révélations, ces enregistrements? On en a parlé déjà la semaine dernière, on le voit chaque jour, une nouveauté. Je ne crois pas que ça change la position du Sénat. Je pense en revanche que ça conforte les intuitions que nous avons. Et évidemment, les analyses sont en cours par nos rapporteurs pour étayer ces intuitions. Et je pense qu'on n'aura pas trop de mal à pouvoir étayer ces intuitions. Eh bien, merci beaucoup François-Noël Buffet d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Comme chaque année, la Cour des comptes distribue bons et mauvais points en matière de gestion des finances publiques. Et pour son dernier rapport à la tête de l'institution, Didier Migaud s'inquiète d'un dérapage du déficit plus important que prévu en 2019. Mais la Cour des comptes tire aussi l'alarme sur la sécurité des aliments. Elle pourrait être largement améliorée. En témoignent les différents scandales sanitaires. Écoutez à ce propos la présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes au micro de Michael Swedenberg. Les deux recommandations principales tiennent à la nécessité, lorsqu'il y a des produits dangereux, de renforcer le système d'identification des produits de manière à pouvoir les rappeler. Et donc, nous préconisons par exemple que l'administration avance sur le codage qui permettra le blocage en caisse de ces produits. Et nous préconisons également que davantage de publicité systématique soit faite sur le site internet du ministère de l'Agriculture, de manière à ce que les consommateurs soient bien informés des produits dangereux qu'il convient d'éviter. Et au Sénat, une table ronde était organisée ce matin avec des transformateurs dans le cadre du bilan effectué par le Sénat sur la loi Egalim. Elle préconisait également d'améliorer les contrôles sanitaires. Les explications de Jean Barbier. Les scandales alimentaires à répétition inquiètent consommateurs, autorités, mais aussi industriels de la filière. Et pour eux, une des réponses est d'abord d'être lucide sur le constat, sans être non plus alarmiste. Le système actuel est imparfait. Est-ce que toutes les mesures ont été prises et existent? Manifestement non. Les faits donnent tout de suite raison à ceux qui disent qu'il y a des trous dans la raquette. Qu'on soit très clair, ça veut dire qu'on a encore des efforts à faire. Alors comment se protéger de ces fraudes? Tout simplement en consommant d'abord de la viande française, soumise à davantage de contrôles, répondent les organisations professionnelles. Il semblerait effectivement qu'il y ait eu un certain laxisme sur les contrôles vétérinaires, ce qui est aujourd'hui impossible dans les procédures qui sont en œuvre en France. Comme souvent dans les derniers scandales alimentaires, les produits franchissent les frontières, ce qui peut rendre plus délicat la traçabilité et les alertes. Pour la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, c'est donc à l'échelon européen qu'il faut agir. C'est de la viande polonaise, mais donc intra-européenne. Donc ça veut dire qu'au niveau européen, il y a des progrès à faire en termes de contrôle, dans notre pays certes, mais aussi dans les pays internes à l'Europe, et qu'il faut que ces contrôles soient renforcés. Est-ce qu'il faut une instance européenne de contrôle sanitaire? Je ne sais pas, c'est peut-être des choses qu'il faut mettre au débat là au moment des élections européennes.
Tous insistent cependant sur l'impossibilité du risque zéro face à des fraudes localisées, sur lesquelles les sanctions doivent être exemplaires. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Anne Deloisy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur de ce livre « Bon appétit, quand l'industrie de la viande nous mène en barquette », paru aux éditions de la Cité en 2015. Bienvenue sur ce plateau. Également avec nous Bernard Delcros, sénateur centriste du Cantal. J'accueille également Christian Lelanne. Bonsoir. Vous êtes ancien président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie traiteur, membre du CESE et président actuellement de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bienvenue à vous. Président d'honneur. Voilà. Et Michel Raison est également avec nous. Vous êtes sénateur, Les Républicains de la Haute-Saône. On voit ces inquiétudes aujourd'hui à travers cette alarme de la Cour des comptes sur, encore une fois, la sécurité sanitaire. Anne Deloisy, on voit que la France a amélioré ses contrôles, mais qu'on peut toujours mieux faire. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas du tout. En fait, moi, je discutais récemment avec des vétérinaires de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes des abattoirs, qui sont habilités justement à visiter régulièrement les abattoirs, et qui disaient que sur les 12 derniers abattoirs qu'ils avaient visités, il y en avait seulement 3 qui avaient bénéficié de contrôle ante-mortem, alors que c'est obligatoire. Et sur ces 3, il s'agissait de 3% des bêtes pour un abattoir de 500 bovins, de 15% pour un autre abattoir et de 30% des bêtes. Donc on n'est pas du tout dans les clous en France, ni en antémortem, ni en post-mortem. On n'a pas assez de vétérinaires. C'est qu'un problème de moyens humains. Michel Raison, puisqu'on voit encore, et on en a parlé, ce scandale de la viande de polonaise avariée, ça pose une nouvelle fois la question de la sécurité des aliments que nous mangeons. Alors, je voudrais quand même dire en préambule que bien sûr que les affaires ne sont pas parfaites, mais je ne voudrais pas qu'on ait aussi la nostalgie du passé en croyant qu'il y a 50 ans, c'était mieux. On s'est quand même très nettement amélioré, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de s'améliorer. C'est ce que dit d'ailleurs la Cour des comptes. Et quand je parle avec les gens, ils ont de plus en plus peur par rapport à ce qu'ils mangent, lié à beaucoup d'émissions, à scandales et tout, alors qu'on n'a jamais mangé aussi bien, qu'il n'y a jamais eu autant de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la preuve. Et il y a d'autres problèmes qu'on ne connaît certainement pas. Et donc, il faut qu'on continue, la Cour des comptes a raison, de renforcer les contrôles. Et là, on en reparlera certainement, l'organisation de nos contrôles. Il y a toujours ce doute en matière de traçabilité, de contrôle sanitaire en France, Christian Lelanne. Bien, moi, je trouve quand même que... Bien sûr, on s'est amélioré sur la sécurité sanitaire, mais force est de constater quand même que depuis les années 2000, on a quand même 1000 fonctionnaires des services vétérinaires qui ont disparu. Et Stéphane Le Foll, quand il était ministre de l'Agriculture, avait recommencé à créer 60 postes par an. Et je pense qu'actuellement, c'est arrêté. Et je pense qu'il y a aussi un problème, aussi bien pour la sécurité sanitaire, aussi bien en ce qui concerne le bien-être animal. On a tous des idées en disant qu'il faut améliorer la condition des animaux, la protection des animaux. Il faut qu'on s'en donne des moyens, les moyens humains, avec du personnel de contrôle. C'est vrai que ce qui vient de se passer là dernièrement sur cette viande polonaise, qui n'a pas subi de contrôle, là, il y a un problème européen. Comment se fait-il que des animaux aient été abattus sans aucun contrôle et que ça arrive par des grossistes sur le territoire français, et où alors je suis vraiment consterné, c'est par la communication qui a été faite par le ministère de l'Agriculture, où on continue à cultiver cette opacité, cette omerta sur la filière viande, sans nous citer les grossistes et sans nous citer les distributeurs. Non, mais permettez-moi de terminer, je suis désolé, parce que ça me concerne. J'ai beaucoup d'amis et je suis encore très lié avec l'ensemble de la boucherie artisanale. On a désigné, c'était des artisans bouchers, des restaurateurs qui étaient en fin de course. Attendez, 95% des bouchers français, ils favorisent l'élevage français, le mettent en avant. Ils donnent vraiment un prix vraiment rémunérateur à l'ensemble de ces éleveurs. Et je trouve que c'était vraiment faire peu de cas de cette scandale filière. sanitaire, finalement, jette le doute, le propre sur toute la profession. Bernard Delcros, comment on sort de ça? Puis ça a été rappelé, la réaction de Didier Guillaume, qui nous dit il y a eu quand même des investigations rapides, ça nous permet de voir qu'on a un dispositif efficace, la traçabilité, le contrôle sanitaire en France, ça marche. Alors d'abord, il faut savoir
Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus si on considère que la qualité de l'alimentation et l'information du consommateur, parce que l'un ne va pas sans l'autre, la qualité de l'alimentation et l'information du consommateur, est-ce c'est une priorité absolue ou pas? Si oui, si on considère que c'est une priorité, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une priorité absolue, ça demande des décisions courageuses. Alors il y a les contrôles, je vais y revenir, mais il y a aussi des décisions à prendre en amont. On pourrait parler de l'usage des pesticides, des OGM, du glyphosate, enfin de nombreux sujets où, en amont, il y a un travail législatif à faire, des décisions courageuses qui ne font pas plaisir à tout le monde, mais il faut être cohérent sur le sujet de la qualité d'alimentation ou de l'étiquetage du miel et d'autres choses, et de l'information du consommateur. Donc il y a un travail à faire en amont qui est tout à fait important, primordial, et ensuite, il y a la question des contrôles. Alors, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Et dans le cas présent de la viande, de ces 800 kilos de viande arrivée en France, qui ont été abattus, en fait, pas dans un abattoir français, dans un abattoir en Pologne, sans le feu vert des vétérinaires. Là, on voit bien, franchement, je connais un peu un certain nombre d'abattoirs en France. Il y a les abattoirs français, même si le risque zéro n'existe pas, sont contrôlés. Il y a la présence de vétérinaires qui donnent le feu vert et on euthanasie parfois des bêtes simplement parce qu'elles ont une patte cassée, qui ne sont pas forcément impropres à la consommation. Donc, c'est très rigoureux et très exigeant. Là, il s'agit d'un abattoir en Pologne et ça appelle, comme ça a été dit, à mon avis, des réponses à l'échelle de l'Europe. Il n'y a aucune raison, parce que la traçabilité en Pologne ou en France est la même aujourd'hui. Donc c'est une question vraiment de contrôle. Donc ça appelle des réponses de l'Europe et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes exigences de contrôle et les mêmes moyens pour contrôler un abattoir en Pologne et un abattoir en France. Anne Deloisy. Mais en fait, je suis complètement d'accord avec vous, mais quand on dit que 800 kilos, ces 800 kilos sont arrivés et que le ministre dit que le système d'alerte et de traçabilité fonctionne, on a mis 10 jours à savoir où étaient arrivés ces fameuses morceaux de viande dits avariés. Et en plus, ils ne nous ont pas donné l'information, ils ne l'ont pas transmise au public. Donc on se moque du monde en fait. Mais c'est semblable à ce qui se passe aussi sur les contrôles des abattoirs. Aujourd'hui, en 2014, il y a une loi qui était passée qui disait que tous les contrôles sanitaires devaient être disponibles facilement auprès des consommateurs. C'était le cas sur le site du ministère. Ça a été retiré du site du ministère et maintenant, on n'a plus que des smileys. Donc vous savez si votre abattoir fonctionne avec un smiley. Bon... C'est un problème de... Non, puis l'alerte, si je peux me permettre, l'alerte a quand même été donnée suite à un reportage. Oui. Donc ça n'a pas été, s'il n'y avait pas eu ce reportage, ce scandale dénonçant l'abattage de ces animaux qui étaient dans un état de santé déplorable, certains avaient des abcès, c'est comme ça que la Commission européenne a été prévenue, avec ces 2,7 tonnes. S'il n'y avait pas eu ce reportage de ce journaliste polonais, personne n'aurait été averti. Et les journalistes n'ont pas vocation à s'occuper des services vétérinaires. Hein, ouais. C'est deux choses différentes. Michel Raison, la Cour des comptes se montre plutôt critique, on le disait, sur l'état de la chaîne de contrôle. Comment on peut améliorer les choses ? Alors, on a quand même un mal français habituel dont je fais partie. Je ne suis pas en train de montrer du doigt tel ou tel, puisque même nous, quand on vote des lois et qu'on fait des amendements, on veut toujours être très juste, être très précis, et on est compliqué. Donc si vous regardez ce qui se passe, ils ne font pas forcément mieux que nous, mais l'organisation en Allemagne, en Angleterre, ils ont un service chargé du contrôle sanitaire alimentaire. Clarifier la gouvernance, c'est ce que dit la Cour des comptes. On a le ministère de la Santé, on a le ministère de l'Agriculture et on a Bercy. Bercy, le tout-puissant, d'ailleurs. La répression des fraudes. Et c'est justement à Bercy qu'on a la fameuse DGCCRF. On parlait du nombre d'agents tout à l'heure. En gros, on a un peu plus de 4000 agents. Il y en a 3000 à la DGCCRF. Mais la DGCCRF, on leur demande aussi d'aller contrôler si la grande distribution a respecté les règles en matière de promotion, de concurrence. Ils ont beaucoup de mal d'ailleurs, parce que comme on leur change les lois 2 fois par an, ils finissent par plus s'y retrouver. Pendant qu'ils font ça, ils ne font pas du contrôle sanitaire. Donc ils sont très peu nombreux en réalité. Et en effet, peut-être... il y aurait besoin quand même de regrouper ou de donner une cohérence qui leur donnerait un peu plus de productivité. Et je pense que les fraudes, à la limite, pourraient peut-être être séparées. C'est quand même pas le même domaine. Et le domaine sanitaire est quand même primordial. Là, on aurait pu avoir des morts. Là, d'abord, ça arrive. Donc c'est quand même extrêmement grave. On ne s'amuse pas avec ça, quoi. Bernard Delcros, il faut effectivement clarifier cette gouvernance. Oui, la Cour des comptes, dans son rapport, fait des préconisations, et notamment en matière de gouvernance. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille fusionner les services, mais en tous les cas, peut-être établir une hiérarchie, clarifier
le processus du contrôle pour lever toute zone d'ombre ou toute ambiguïté dans l'exercice du contrôle. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, il y a la question des moyens. Michel Raison le rappelait à juste titre. Il y a 4700, je crois, agents destinés au contrôle, ce qui explique que dans un restaurant, le contrôle moyen est tous les 15 ans ou tous les 30 ans, ça dépend si on parle de la restauration collective ou privée. Il y a la question de l'autocontrôle. Il y a d'autocontrôle, sauf qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises, pas toutes, mais encore une fois, on trouvera toujours ça a été amélioré par la loi du 30 octobre 2018. C'est exact. Il y a eu la loi du 30 octobre 2018 à la suite notamment de l'affaire Lactalis. Oui, c'est ça. Je vous propose justement... Qui a amélioré l'autocontrôle, mais on sait très bien qu'il y a des résultats qui sont non conformes, qui ne sont pas toujours transmis. Donc il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut améliorer les choses sans grand bouleversement, mais en ayant toujours pour objectif d'améliorer toujours la qualité de l'alimentation. Est-ce qu'on parle de l'affaire Lactalis, on va y venir à Michel Raison. Je vous propose d'écouter un extrait de vos travaux, messieurs les sénateurs, puisqu'il y a eu cette mission d'information sur l'affaire Lactalis. À l'époque, c'était la défense de Lactalis qui parlait d'une erreur humaine, qui plaidait cette erreur humaine. Écoutez. Au-delà des produits que nous avons retirés de la vente, nous avons eu plus de 9000 produits qui ont été ramenés par les clients. Malheureusement, ça a été corrigé, identifié et corrigé depuis. Malheureusement, un certain nombre de produits ont été remis par mégarde dans le circuit de distribution. Qu'est-ce qui explique que 52 produits aient été remis dans les circuits de vente? Comme l'ensemble de mes collègues l'ont dit, c'est avant tout affaire d'exécution non parfaite des clients qui ramènent des produits à l'accueil et des employés qui les remettent en rayon. Voilà, c'était une audition qui date de février 2018. C'était à la grande distribution. On l'a vu, un Carrefour Auchan qui venait expliquer justement les erreurs humaines. C'est ce qu'elle nous disait. Comment on peut justement faire évoluer ces erreurs humaines? Il y a toujours des trous dans la raquette, comme on dit, Christian Lelanne? Des trous dans la réglementation? Écoutez, il y a tellement de réglementations, quelquefois il faudrait simplifier les réglementations pour qu'elles soient beaucoup plus cohérentes et qu'elles soient plus simples à respecter par l'ensemble des acteurs. Il faut changer tout le temps. Avec les procédures de retrait rappel qui sont inefficaces, c'est ce que dit aussi la Cour des comptes. Voilà, on reste encore inefficace. Je pense, je suis d'accord avec monsieur le sénateur tout à l'heure quand il parlait de séparer un peu les missions de la répression des fraudes des services vétérinaires. La DGCCRF n'a pas mission de faire respecter la sécurité sanitaire. Des dates, oui, mais pour évaluer certains produits, rien ne vaut un préposé vétérinaire ou un inspecteur vétérinaire pour pouvoir faire ces contrôles. Donc je pense qu'au niveau de la gouvernance, ça serait nécessaire aussi qu'on évolue. Et je dois reconnaître aussi que l'ensemble des professionnels soient dans tous les circuits de la distribution. Tout le monde fait des efforts actuellement en termes d'amélioration aussi des pratiques. Il y a des guides de bonnes pratiques, il y a la méthode HACCP, il y a plein de choses qui sont en place pour améliorer tout ça. Mais il y a aussi besoin quelquefois de faire certains contrôles. Et comme on le disait, sur des restaurants, il n'y a pas assez de contrôle. Sur d'autres, ça serait nécessaire. Quelquefois une petite piqûre de rappel de la réglementation. La fréquence de passage reste extrêmement faible. Seulement 4700 personnes sont chargées de contrôler les aliments, justement, pour l'ensemble du territoire. Faut pas que les aliments, les 4700, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont les fraudes, ils ont tout, attention. Oui, en fait, c'est beaucoup moins que ça. Les services vétérinaires sont en très petit nombre, il faut le redire. En France, on compte qu'il y a à peu près 1000 personnes. On estime qu'il y en a à peu près 4500 en Italie, 6000 en Allemagne. On est très très loin du compte, alors que la France est le 5e pays exportateur de produits alimentaires dans le monde. Donc on a quelque part intérêt à protéger notre artisanat et du coup à mettre les services vétérinaires qui garantissent aux consommateurs des produits de qualité. Avec la situation difficile. Les services vétérinaires, d'ailleurs, ont une activité très forte déjà au niveau des exploitations agricoles. Et je tiens à le souligner parce que la France est un pays exemplaire en matière de santé animale et de prophylaxie. Donc c'est déjà un premier point. Mais à quoi servirait-il qu'on se décarcasse à ce niveau-là si ce n'est pas suivi après, quoi? Il y a la question du financement que vous souhaitiez aussi aborder, Michel. Les belles Montbéliardes, là.
On le voit effectivement sur ces images derrière vous. La Cour des comptes propose justement de demander davantage aux professionnels, Bernard Delcros, de contribuer au financement de ces contrôles sanitaires. Oui, alors pour bien regarder les choses, et je rejoins ce qui a été dit, les choses s'améliorent. La Cour des comptes le reconnaît, il y a aujourd'hui davantage de contrôles qui ont abouti, soit des avertissements, soit des procédures, soit des fois parfois à des fermetures, ça varie de 30 à 70% de progression. Sans poursuite aussi, c'est souvent oui, le cas. parfois, oui. Mais il y a des demandes de retrait, où on voit quand même que le système ne fonctionne pas, c'est que parfois il y a une demande de retrait de certains produits et on continue à vendre les produits, c'est ce qu'on disait. Donc là, je pense quand même qu'il y a des moyens de pouvoir remédier à ça. Et la Cour des comptes propose, par exemple, et moi j'y suis favorable, que quand il y a un rappel de retrait, on puisse le publier. À un moment, si ce n'est pas suivi des faits, il faut pouvoir publier. Qu'un résultat de contrôle il puisse être publié. Je pense franchement qu'il faut qu'on fasse de l'information du consommateur une ligne de conduite. Il n'y a aucune raison que le consommateur ne soit pas informé. Nos concitoyens ont le droit de connaître ce qui est dans l'assiette, la qualité de ce qui est dans l'assiette, la qualité de l'air qu'ils respirent, la qualité de l'eau qu'ils boivent. Mais c'est un devoir, j'ai envie de dire, de donner cette information aux consommateurs. Alors, donc, il y a un certain nombre d'outils. Après, faut-il que les entreprises participent davantage à ces contrôles ? Moi, je n'ai pas d'opposition a priori. Il faut regarder quelle incidence concrète ça peut avoir sur un certain nombre de petites entreprises, de petits artisans. En tous les cas, je vais vous dire, les artisans, les commerçants, les entreprises qui ont envie de bien faire ont intérêt à ce qu'il y ait des contrôles. Parce que quand il y a des choses qui se passent, comme on le voit avec cette viande, tout le monde en pâtit. Les conséquences, elles sont pour tout le monde, y compris pour ceux qui font les choses comme il faut, conformes aux réglementations et conformes aux textes qui sont en vigueur. Donc, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait des contrôles et à ce que les bavures soient dénoncées et soient punies. C'est l'intérêt du monde de l'entreprise et du monde de l'artisanat et des commerçants. Anne Beloisy, c'est vrai qu'on a revu là, les extraits dans cette affaire Lactalis. S'il y avait eu cette publication pour ces procédures de retrait-rappel qui n'ont pas fonctionné, on a parfois remis en rayon du lait qui avait été ramené par des parents avec justement des soupçons de contamination. Là aussi, il y a encore justement des choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est pas sans risque en fait, parce qu'on considère qu'en France, il y a près de 700 000 intoxications liées à l'alimentation et 700 décès par an. Donc c'est pas rien. Donc effectivement, il est urgent de faire quelque chose là-dessus. Sur le rappel de lait, c'est rigolo parce que j'ai des enfants qui prennent du lait et qui prennent un autre lait sur lequel il y a un rappel de l'eau. Et à la crèche, ils continuent à donner ce lait sans avoir été informés. Donc ça continue ce genre d'affaires. C'est récurrent. Par exemple. Michel Raison, il y a aussi de nombreux acteurs qui interviennent dans la transformation des produits. On peut être présent justement à chaque stade de transformation d'un aliment pour justement bien le contrôler et assurer une sécurité sanitaire. Alors ce qu'il faut, c'est ça a été dit par mon collègue aussi, qu'il y ait une éducation en amont, pas que du législatif. Le contrôleur ne pourra jamais tout faire. C'est comme la sécurité routière dont on a parlé plusieurs fois ici. Il ne peut pas y avoir un gendarme derrière chaque voiture. Donc il faut aussi une responsabilité des acteurs. Et dans cette fameuse loi du 30 octobre, il est demandé aux entreprises que lorsqu'elles décèlent quoi que ce soit dans une analyse faite volontairement chez eux, qu'ils le remontent aussitôt au service sanitaire, parce que ça peut leur permettre de détecter quelque chose qui est en lien avec autre chose, qu'on ait l'information, qu'on ne cache pas une analyse qui a donné des doutes sur la qualité d'un produit. Il y a aussi toute une éducation, je le rappelle, il y a eu beaucoup d'améliorations quand même, et la France plutôt même meilleure que l'Allemagne sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire. Justement, des lasagnes à la viande de cheval, ça serait encore possible ce type d'affaire? Là, c'était la preuve que oui. Là, c'était une fraude. C'était du minerai de viande, qui n'est pas de la viande, parce que quand même, à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. Ça avait été, le minerai de bœuf a été substitué par du minerai de cheval. Mais ça, c'est une affaire de trader. C'était peut-être des chevaux polonais déjà, d'ailleurs. Parce qu'on a Monsieur le sénateur, peut-être. Mais en tout cas, là, c'était déjà la première fraude. Et il faut expliquer aux gens que s'ils ont des barquettes de lasagne pour 1 ou 2 euros, ça ne peut pas être de la viande, de la pure viande, du pur muscle. C'est pas possible. Donc on explique aussi, vous avez raison, qu'on explique bien sur toutes les étiquettes ce qu'il y a dedans. Pas essayer de tromper le consommateur sur les plats cuisinés. Ils sont obligés de mettre l'origine
quand il y a eu plus de 8%. Et là, les industriels s'arrangent pour mettre 7%, 7,5%. Comme ça, ils ne sont pas obligés de mettre la traçabilité ni l'origine. Je m'étais battu sur l'étiquetage du miel, je n'ai pas obtenu complètement gain de cause. On m'a expliqué que c'était trop compliqué, je ne sais pas quoi, mais enfin, j'ai poussé jusqu'au bout pour que sur le miel, lorsque le miel vient de pays extérieurs, on mette dans l'ordre chaque pays, parce qu'on met des différents pays du monde, ça ne veut rien dire. S'il y a 80% de miel d'Argentine, on met 80% de miel d'Argentine. Bernard Delcros. Oui, l'exemple du miel est tout à fait parlant. Quand on dit qu'il faut informer le consommateur, aujourd'hui sur un pot de miel, vous pouvez avoir, il est autorisé d'avoir ce miel en provenance de pays de l'Union européenne et d'autres pays. Avec ça, vous êtes bien informé. D'ailleurs, on l'avait modifié, ça. On avait réussi à faire passer un amendement qui ensuite a d'ailleurs été voté à l'Assemblée pour qu'on puisse au moins identifier tous les pays, souvent c'est du mélange, tous les pays d'origine du miel. Il vient d'être retoqué par le Conseil constitutionnel au motif que ce n'était pas en lien avec la loi en question. Donc on trouvera un autre moyen. En tous les cas, c'était un progrès qui avait été fait. Et ce que tu dis, Michel, est tout à fait juste, c'est que c'est en plus important de citer les pays dans l'ordre d'importance. Parce que si vous avez 1% de miel français, et si vous le mettez en tête, on trompe le consommateur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les règles qui existent, quand même, aboutissent à ce que le consommateur, ne soit pas informé, et parfois soit trompé. C'est le cas sur le miel, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et donc, je pense, comme vous, que ce qui est très important dans tout ça, au-delà des réglementations, c'est l'information et l'éducation du consommateur. Ça commence par là. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un certain nombre d'applications qui se développent où le consommateur pourrait être actif de ses achats et de la qualité, des produits. Donc on voit que là, c'est des nouvelles technologies, finalement, au service de l'information juste du consommateur. Anne Deloisy. Oui, c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites qu'il y a eu un rapport qui a été fait qui est très intéressant qui dit que 1 euro dépensé en prévention, c'est 5 à 6 euros économisés en réparation des préjudices. Donc l'État a tout intérêt à faire cet effort-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, la redevance sanitaire sur la viande, elle représente 2 centimes par kilo, c'est-à-dire pas grand-chose. Si on demandait aux consommateurs s'ils étaient prêts à mettre 2 centimes de plus par kilo, après, ça mériterait de regarder, mais je pense qu'ils seraient d'accord. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les plus grosses entreprises du secteur bénéficient, elles, d'une ristourne sur ces redevances sanitaires. Donc, c'est pas très logique, c'est-à-dire que c'est de la distorsion de concurrence vis-à-vis des petits abattoirs ou des petits producteurs qui, eux, payent ces redevances plein pot, alors que les autres ont des réductions qui peuvent aller jusqu'à 40, 50, 60%. Donc il y a encore du travail pour améliorer la qualité sanitaire de nos aliments. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. Avant de se quitter, on va retourner en séance, puisque vous le savez, la loi Pacte poursuit son examen. On retrouve Alexandre Poussard qui suit les débats parlementaires pour nous depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Alexandre, ce soir, il est question de renforcer les contrôles du géant chinois de la téléphonie Huawei. Et oui, Delphine et les sénateurs sont en train de parler de sécurité nationale, puisque oui, le gouvernement a ajouté un amendement dans cette loi Pacte pour durcir le contrôle de tous les constructeurs de téléphonie dans l'installation du réseau 5G, et cela vise en particulier le constructeur chinois Huawei, qui est impliqué déjà dans l'installation de la 5G en France, mais qui fait également l'objet de plusieurs scandales mondiaux. Huawei est accusé d'espionnage en Pologne, les États-Unis le soupçonne de collusion avec le gouvernement chinois. La France veut donc se protéger face à d'éventuelles affaires d'espionnage en prévoyant un contrôle a priori à chaque extension du réseau de téléphonie pour éviter que des données sensibles tombent entre de mauvaises mains. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain 16h30.